Je suis thalassophobe. Donc que ce soit pour me baigner à la plage ou dans un lac, du moment que je vois mes pieds, ça va, mais aussitôt que je vois pas le fond, j'imagine ce qu'il peut y avoir en dessous de moi et ça me terrifie. Je crois que ce qui me fait peur, c'est l'inconnu, le fait de pas savoir ce qu'il y a en dessous de moi. Mais par contre, j'adore les mystères. On entend souvent dire qu'on en sait plus sur l'espace que sur nos propres océans. En réalité, il n'y a que 20% des océans qui sont connus, qui ont été cartographiés et qu'on sait ce qu'il y a dedans. Le fond des océans, c'est vraiment une zone qui est inaccessible pour l'homme à cause des conditions physiques extrêmes. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous partager certains mystères des océans qui me fascinent. Au programme, des structures immergées non identifiées, des sons qu'on a enregistrés et qu'on n'a aucune idée de ce que c'est. Et pour terminer, je vous ai fait un petit palmarès d'animaux que je trouve juste fascinants ou qui me terrifient. On est en juin 2011 dans la mer Baltique entre la Suède et la Finlande. L'organisation OceanX prépare une expédition pour retrouver une possible épave de bateau. OceanX, ils se présentent comme des chasseurs de trésors. C'est-à-dire qu'ils retrouvent des épaves, ils prennent la marchandise qu'il y a dans le bateau, par exemple des vieilles bouteilles d'alcool, puis ensuite ils vont les revendre à des prix exorbitants. Avec leur sonar, ils vont scanner le fond de la mer Baltique pour retrouver une épave. Quand les images vont leur revenir, ils vont être un peu confus, parce que c'est pas une épave qu'ils vont voir, mais c'est ça. L'objet ferait 18 mètres de diamètre. Quand on regarde l'image, on a l'impression de distinguer des espèces de rampes et des escaliers. Les journaux, quand ils vont voir les images, ils vont même le comparer au Faucon Millenium. Donc vous imaginez comment ça a pu faire du bruit à l'époque, le fait qu'il y avait littéralement le Faucon Millenium dans le fond de la mer Baltique. Mais cette image, elle va intriguer les scientifiques qui vont se pencher sur le cas. Parce que c'est vrai que l'image est bizarre, mais on ne peut pas se fier seulement à une seule image de sonar. Donc, un an plus tard, OceanX va refaire une expédition, puis apparemment la météo était vraiment pas de leur côté, et quand ils arrivaient proche du site pour prendre les images de l'objet, il y avait des interférences électriques qui les empêchaient de prendre une image claire. Donc oui, c'est très très étrange. Mais les analyses géologiques montrent rien de spécial par rapport à la constitution de la structure, parce que l'objet serait apparemment constitué de granit et de grès. Mais il y a cet archéologue marin qui travaille au musée de la marine de Stockholm, Göran Ekberg, qui a dit « Une formation géologique naturelle ne peut pas être exclue. Je suis d'accord que la découverte est bizarre, car elle est complètement circulaire. Mais la nature a produit des choses plus étranges que ça. » Après, encore une fois, personne ne peut se prononcer à 100%, parce qu'on n'a qu'une seule image en fait de l'objet. Mais je rappelle quand même, c'est un objet circulaire, donc déjà, c'est bizarre de trouver quelque chose de vraiment circulaire dans la nature, qui fait 18 mètres de diamètre, et qui a, on dirait, des rampes et des escaliers dessus. Donc, effectivement, c'est bizarre. Et comme OceanX est plus porté sur le fait de faire des expéditions et d'emmener des touristes voir l'objet, plutôt que de refaire une expédition pour rescanner le fond de l'océan pour être sûr de ce que c'est, je crois pas qu'on aura des réponses bientôt. Pour notre prochaine anomalie, je vous emmène au Japon. Plus précisément sur l'île de Yonaguni, qui se trouve dans l'archipel de Ryukyu. On est en 1985 et on va aller retrouver Kiyachiro Aratake, qui est un plongeur. Son travail, c'est d'organiser des tours autour de l'île avec des touristes. Un jour, il y a des pêcheurs qui vont lui dire que, au bout de l'île de Yonaguni, il y aurait un palais englouti. Donc ça pique sa curiosité, il va aller voir s'il y a vraiment quelque chose à cet endroit-là, et en plongeant, il va tomber sur une structure absolument incroyable. Le monument est à 30 mètres de profondeur, il fait 50 mètres de long et 25 mètres de haut. On voit des plateformes, des couloirs, des escaliers, des espèces de portes qui auraient été creusées à même la pierre. Donc tout de suite, on pense que c'est quelque chose qui aurait pu être fait par l'homme.
Mais encore là, et c'est étonnant, le sujet porte à débat. Donc évidemment, il y a les théories comme quoi cette formation, elle serait extraterrestre, parce que les datations du monument remonteraient à la dernière glaciation. Et à cette époque-là, les humains, on n'avait pas encore développé des méthodes de construction pour faire ce genre de monument. Il y a Robert Scotch, un géologue de l'université de Boston, qui va s'intéresser à la structure de Yonaguni. Et lui, il pense que c'est une structure naturelle, mais qu'elle a peut-être été modifiée par l'homme. Il fait un parallèle avec les orgues basaltiques, qui sont vraiment impressionnants, mais ils sont entièrement naturels. Et c'est vrai que quand on les regarde, vite, on pourrait les méprendre pour quelque chose qui aurait été fait par l'homme. Mais la nature est tellement surprenante et pleine de surprises que non, c'est pas fait par l'homme, c'est complètement naturel. Et cette théorie-là, elle s'applique aussi pour notre dernière entrée, parce qu'on pense que l'anomalie de la mer Baltique, en fait, ce serait une structure naturelle. Moi, personnellement, j'adore la théorie comme quoi c'est une structure naturelle, mais elle a pu être modifiée par les hommes. Encore là, c'est que des hypothèses. On n'a pas encore de vraies réponses à ces deux mystères. Imaginez, vous travaillez à l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère. Vous vous rendez compte qu'un son a été capté par plusieurs appareils dans l'océan Pacifique. Donc là, vous vous dites « Ah, c'est sûrement le sonar d'un sous-marin, ou peut-être la migration des baleines. » Et là, vous démarrez l'enregistrement et vous entendez ça. Ce son, on l'a appelé le bloop. Il a été enregistré en 1997. Le son a été entendu sur une portée de 5000 km. Il a été détecté au large des côtes sud-ouest de l'Amérique du Sud. Mais qu'est-ce qui peut causer un bruit aussi fort et puissant? On n'a aucune réponse. Mais on a quelques théories. La plus probable, ce serait que c'est un tremblement de glace causé par des icebergs qui se séparent, entrent en collision ou qui se déplacent. On a déjà entendu plusieurs bruits similaires qui sont comparables au bloop et qui étaient en fait causés par des icebergs. Et si c'était pas un iceberg? Et si on avait affaire à quelque chose de beaucoup plus gros? Ok, oui, ça ressemble à un tremblement de glace, mais on n'a jamais entendu un bruit aussi fort avant, et depuis 1997, on n'a jamais réentendu ce son. Mais, avant de continuer, est-ce que vous connaissez H.P. Lovecraft? Howard Philip Lovecraft est né en 1890. C'était un écrivain d'horreur et de fantastique, et il s'intéressait énormément à l'horreur cosmique. C'est un type d'horreur en fait qui se focalise sur l'insignifiance de l'humanité à l'échelle de l'univers. Mais si vous connaissez pas Lovecraft, c'est pas grave, vous avez sûrement entendu parler d'une de ses créations les plus populaires, qui est Cthulhu. Cthulhu, dans la fiction de Lovecraft, c'est une entité extraterrestre qui repose dans l'océan Pacifique, dans sa cité aquatique de R'lyeh. Et je vais juste vous montrer où Lovecraft place sa cité imaginaire et où on a entendu le bloop. Et si le bloop, c'était en fait Cthulhu qui se réveille de son sommeil profond? Bon, bien que j'adore Lovecraft, c'est de la fiction. Puis c'est juste un hasard et c'est drôle en fait. Mais et si le bloop venait en fait d'une créature qui est encore inconnue des hommes? Sans se référer à Cthulhu, certains pensent que le bloop aurait pu être causé par un calamar géant qu'on n'aurait pas encore découvert. Mais il y a des biologistes qui ont réfuté l'idée parce que les calamars et les céphalopodes en général n'ont pas de membrane gazeuse qui permettent de faire un son comme le bloop. Pour certains experts, le bloop ressemble pas vraiment au bruit que ferait un iceberg, mais plus au son que ferait un animal vivant. Mais par contre, si le bloop est d'origine animale, ça voudrait dire que cet animal-là qui a fait ce son doit être encore plus gros qu'une baleine bleue, qui est le plus gros mammifère à jamais avoir existé sur notre planète. Aujourd'hui, on n'a
aucune idée de ce qu'était vraiment le bloop. Dans la communauté scientifique, c'est admis que c'était qu'un iceberg. Mais le doute reste encore permis, parce que, encore une fois, rien de semblable n'a jamais été entendu avant, et jamais rien de semblable n'a été enregistré par après. Les requins du Groenland sont impressionnants déjà par leur taille. Jusqu'à maintenant, c'est un des plus grands requins carnivores qu'on ait jamais trouvé. Il fait en moyenne 2,5 à 4,5 mètres de long, mais il y a certains spécimens qui ont atteint la taille juste incroyable de 7 mètres de long. Il n'y a pas que ça. Il vit aussi dans le fond des eaux polaires. Et bien que ce soit un chasseur, il se déplace seulement à 0,34 mètres par seconde. Ça fait 1,6 km par heure. Et pourtant, il arrive à chasser en surprenant ses proies. Mais il y a encore plus fou. Les requins du Groenland vivent en moyenne 400 ans. Ça veut dire que les vieux requins du Groenland qui sont vivants aujourd'hui ont été contemporains du cardinal de Richelieu en 1624. Mais comment c'est possible ? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la longévité du requin du Groenland. Premièrement, leur métabolisme est très lent. Déjà, ils grandissent pas vite. Ils prennent entre 0,5 et 1 cm par an. Ils se déplacent pas vite, leur métabolisme marche au ralenti, et ça leur permet de vieillir plus lentement. Donc, le métabolisme lent, couplé au fait qu'ils nagent dans des eaux parfois négatives, ça pourrait apporter un début de réponse. Mais il y a encore beaucoup de mystères qui entourent la durée de vie des requins du Groenland. « 400 ans, c'est pas mal. Mais la Turritopsis d'Orny peut vivre éternellement. Comment c'est possible ? Faut savoir qu'une méduse immortelle ne va jamais mourir de vieillesse. Parce qu'elle est capable de modifier son ADN pour revenir au stade de polype, soit un stade embryonnaire, pour reprendre un cycle de croissance, redevenir un adulte, pour redevenir un polype, etc., etc. Par contre, elle peut pas le faire sur commande. Il faut qu'elle vive un stress, comme par exemple un manque de nourriture ou que sa survie soit menacée, pour qu'elle régresse au stade de polype. En faisant ça, ça lui évite de mourir, puis ça lui permet de renaître à nouveau dans de meilleures conditions. Donc là, je vous ai parlé de deux animaux qu'on connaît quand même un peu, c'est-à-dire qu'on a des petites informations, on les a étudiés un peu, mais on ne connaît pas à 100% leur fonctionnement. Dans cette section qui est un peu fourre-tout, j'ai envie de vous parler d'animaux qu'on n'a pas vus beaucoup de fois, du moins pas assez pour les étudier, et sur lesquels on sait presque rien. Ça, c'est un grand avaleur. C'est un poisson qui fait en moyenne 25 cm de long, mais par contre, il a un estomac extensible qui lui permet d'avaler des animaux qui font 4 fois sa taille. Ça, c'est un calmar colossal. Il a été considéré comme un cryptide pendant plusieurs années. Il fait 10 mètres de haut et le plus gros spécimen faisait 495 kilos. Et certains cachalots ont été vus avec des marques comme de morsures de bec. Donc ça veut dire que dans les abysses, les cachalots et les calamars colossaux se battent entre eux. Et juste, imaginez ça, un combat de titans, c'est complètement fou dans ma tête. Ça, c'est un grand douzier pélican. Ça vit entre 500 et 7600 mètres de profondeur. Sa bouche, c'est un quart de son corps. Par contre, je vous rassure, c'est un tout petit poisson. Il mange du plancton et des crevettes. Puis sa bouche, en fait, ça lui sert de filet de pêche. Et on ne sait rien d'autre sur lui. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur un phénomène que je connaissais pas du tout, qui est considéré comme un cryptide pour certains, qu'on appelle le globster. Globe, en anglais, ça veut dire masse ou quelque chose de difforme, qui a pas vraiment de sens. Et le ster de monster, donc un monstre difforme. Les globsters, on les retrouve échoués souvent sur le bord des côtes. Et c'est des amas organiques de chair qui sont impossibles à identifier car ils n'ont pas d'yeux, pas de tête,
pas de structure osseuse. Et sans tous ces éléments-là, c'est juste impossible de savoir ce que c'est. D'après les scientifiques, c'est des morceaux de carcasses d'animaux qui ont pourri et qui se sont échoués. Mais ici, ils avaient tort. Car après tout, on ne connaît que 20% des océans. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu avoir un petit peu peur. En tout cas, moi, faire cette vidéo, ça a été vraiment un plaisir. J'adore apprendre, j'adore faire des recherches, j'adore raconter des histoires. Donc vraiment, je crois que YouTube, ça va vraiment être une façon pour moi de partager tous ces trucs étranges que j'adore, tous ces mystères. Donc j'espère que vous avez aimé la narration, j'espère que vous avez aimé le montage. J'essaye des nouvelles choses, une nouvelle esthétique de ce que j'ai été habituée à faire, et puis j'espère que ça vous plaît. Je vous mets dans la description mes réseaux sociaux, que ce soit parce que vous êtes des petits stalkers ou parce que vous voulez voir mes capsules vidéo, donc des capsules qui parlent de faits historiques, de fun facts, de trucs un peu marrants, peu importe. Je m'intéresse vraiment à tous les sujets, je fais des petites capsules et puis c'est un format de 1 minute, 2 minutes, donc c'est court à écouter, c'est agréable, vraiment plus fait sous le format TikTok. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis je sais pas comment finir cette vidéo, donc je vous dis à la prochaine fois et puis prenez soin de vous. Ciao!